Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'être au rendez-vous avec votre émission Politis après 2 semaines d'absence, pour des raisons qui me concernent. Merci beaucoup. Ce soir, je reçois le président du PMRC, M. Moulay Hassan Oudjid. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Tout d'abord, Monsieur le Président, pour commencer, comment se porte le PMRC? Je vous dirais qu'il se porte à merveille. Ça va, nous existons, nous avons nos bureaux, nous avons nos représentations dans les wilayas, nous travaillons doucement, mais sûrement. Nous participons à la vie active de la nation, nous suivons tous les dossiers, nous avons des points de vue à donner de temps en temps. Je considère que l'activité normale d'un parti politique hors période électorale, nous la faisons sans problème. Oui, mais ça fait un moment que vous n'êtes pas sur la scène politique. D'ailleurs, des années. Ben non, je dirais peut-être que pour celui qui ne suit pas les activités d'un parti donné, il pense que le parti est absent. Non, nous avons assisté aux élections présidentielles dernières, nous avons participé aux élections législatives et municipales, nous avons soutenu un candidat, nous avons présenté nos candidats nous-mêmes, donc nous participons à la vie nationale comme tous les autres partis. Peut-être que nous faisons moins de bruit, nous ne médiatisons pas toutes nos activités, ceci peut-être est un déficit, certes, que nous avons toujours l'intention de combler, mais nous participons quand même à la vie et nous sommes présents sur la scène politique. Oui, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé du PMRC, sincèrement. Ben, je vous dirais que la semaine dernière, j'avais émis un avis sur le week-end, le nouveau week-end, donc au nom du PMRC. La semaine d'avant, je l'avais aussi émis dans une autre chaîne télévisée. Donc nous sommes là. Peut-être qu'au niveau de l'Ouattania, nous n'avons jamais eu donc à être avec vous dans vos activités. Mais cela ne dépend que de vous. Non, je ne fais pas la remarque. Je dis que nous sommes sur la scène politique, comme tout parti qui se respecte. Bon, nous ne sommes pas un parti d'opposition qui veut se montrer et qui veut dire qu'il est là coûte que coûte. Nous appartenons à une majorité, nous suivons la politique de cette majorité, nous sommes contents du programme de cette majorité, nous la soutenons et par conséquent, je crois que ce que nous avons à faire, c'est de travailler au niveau interne de notre parti, tout simplement. Votre parti est l'une des rares formations qui ne se met pas en avant, qui fait rarement parler d'elle. Comment expliquez-vous cela? Je répète une fois de plus. Les périodes sont différentes. Pour un parti politique, il y a 2 périodes. Il y a la période électorale et la période non électorale. Voilà, vous répondez maintenant à la question. Voilà. La période électorale, comme je vous ai dit, nous avons toujours participé aux événements. Nous avons toujours eu un candidat ou nous avons toujours soutenu un candidat. Nous n'avons jamais boycotté. Ce qui veut dire que donc toutes les élections passées, tous les événements passés, nous étions en plein dans ces activités. Il y a maintenant la période non électorale. C'est-à-dire que le parti, lui, s'organise intérieurement. Il fait ses contacts avec les populations. Il cherche ses adhérents. Il travaille au niveau de son bureau exécutif éventuellement. Et là aussi, nous le faisons, mais comme je vous ai dit, nous ne médiatisons pas beaucoup ce que nous faisons. Par exemple, mes déplacements à l'intérieur, quand je me déplace, je ne les médiatise pas. Je considère que, bon, trop médiatiser n'est peut-être pas la bonne chose, parce qu'en fin de compte, on va se lasser, on va se fatiguer de vous. Quand même, la médiatisation est très importante. C'est exact, mais trop de médiatisation aussi, à un certain moment, a un certain aspect négatif, parce qu'on te dira... Bon, écoute, il est toujours là, il se fait montrer, il veut se faire connaître, etc. C'est vrai,
Je veux me faire connaître, mais je veux me faire connaître dans des moments où c'est vraiment nécessaire. D'ailleurs, votre cas est le cas de tous les partis de la majorité présidentielle. Est-ce que les mouvements de ces partis politiques sont dictés par le parti au pouvoir? Non, ils ne sont pas dictés par le parti au pouvoir. Je vous ai dit que nous appartenons à une majorité. Nous venons de terminer des élections. Nous avons gagné ces élections. Nous avons la majorité parlementaire. Donc, laissons disons, le parti au pouvoir, qui est en partie de cette majorité, faire le travail. Parce que, si vous voulez, c'est lui qui est au devant de la scène. Nous sommes là, nous le soutenons. S'il a besoin de nous, nous sommes là. Mais il n'y a pas une concurrence entre lui et nous. Par conséquent, s'ils ont besoin de nous en tant que parti de la majorité, nous nous rencontrons et nous voyons ce que nous devons faire, auquel cas nous vaquons à nos occupations internes de parti. Vous avez compris? Bon, je vous dirais que la majorité présidentielle a peut-être besoin d'être encore mieux organisée. Je vous dirais aussi que la majorité présidentielle a besoin de se rencontrer. Nous entendons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le programme du président de la République. Nous nous entendons sur ça. Nous sommes pour le principe. OK. Il y a certainement beaucoup d'autres contacts qu'on aurait pu faire, que la majorité aurait pu engager. Et bon, malheureusement, ceci n'a pas eu lieu. Mais j'espère qu'avec la nouvelle direction de l'UPR, nous allons reprendre et créer une majorité très active. Je l'espère très bien. C'est-à-dire que vous ne vous manifestez jamais s'il n'y a pas un événement politique. C'est surtout l'UPR qui bouge, qui dit ses activités. Et on se manifeste où? On se pose la question. Je vous ai dit que... Mais le parti politique, ce n'est pas tout simplement la politique. Il doit s'occuper des activités sociales, humanitaires, pourquoi pas? Pourquoi nos partis sont absents de la situation sociale de ce pays? Non, ils ne sont pas absents de la situation. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Actuellement, sincèrement, ils sont plus intéressés à la politique qu'au social. Bon, je vais vous dire une chose. Il est très facile d'accuser les partis politiques qu'ils sont ceci ou qu'ils sont cela. Mais je reviens sur un point très important. Mais ce point ne concerne pas tout simplement les partis de la majorité, tous les partis, y compris ceux de l'opposition. Je ne fais pas de différence. J'ai dit que donc vous avez tendance à un peu acculer les partis politiques qui ne font pas du social. Je vous ai dit que il y a deux périodes. Il faut bien différencier entre ces deux périodes. Il y a la période électorale. Les partis sont engagés dans des élections. Vous allez les voir, vous allez les rencontrer. Et il y a la période non électorale. Les partis vaquent à leur activité. Et parmi leurs activités, il y a des activités sociales, il y a des contacts, il y a parfois même des conférences, il y a des débats. Social, c'est entre guillemets. Hein. Bon, c'est vous qui le dites. Hein. C'est vous qui le dites. Je l'ai dit une fois de plus. Peut-être c'est vous peut-être qui ne suivez pas très fort l'actualité des partis, les activités des partis politiques, parce que c'est vrai, nous sommes nombreux en tant que partis politiques, ça c'est sûr, mais d'une façon générale, et même quand vous regardez les pays occidentaux, c'est exactement le même principe. Quand il y a des élections électorales, quand il y a des événements, vous allez voir tous les partis. Quand il n'y a pas ces événements-là, mais chaque parti fait sa politique interne, fait ses contacts. De temps en temps, bon, eux, au niveau de l'Occident, peut-être qu'ils sont beaucoup plus, je veux dire, les médias à l'Occident sont beaucoup plus intéressés par les points de vue des partis politiques, des leaders politiques. Chaque fois qu'il y a un événement, ils essaient de prendre le maximum de point de vue de chaque leader politique, quitte à prendre pour une minute. Mais c'est le cas du journaliste mauritanien aussi. Bon, ce n'est pas notre cas, non, c'est pas du tout ça. Non, je ne suis pas d'accord. On est intéressé par toute activité issue d'un parti politique. Non, je ne suis pas d'accord. Mais nous avons remarqué que je ne suis pas d'accord parce que je ramène exactement la même question. Parce que moi, je considère, et c'est une réalité, notre parti est l'un des plus anciens partis. Ouais. Et c'est la première fois qu'on se rencontre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous ne vous intéressez pas à tous les partis. Oui, tout simplement. Je connais beaucoup trop sur vous.
sans pour autant vous rencontrer. Le problème ici n'est pas un problème, ce que vous connaissez. Le problème, c'est la médiatisation. Le problème, c'est l'institution elle-même dans laquelle vous travaillez et éventuellement les informations, les contacts avec l'institution. Donc, je vous renvoie exactement le ballon. C'est-à-dire que si nous, nos activités, vous ne les voyez pas, c'est peut-être parce que vous ne vous intéressez pas seulement. Non, comment nous pouvons être au courant de vos activités alors que vous ne nous mettez pas au courant? Voilà, je viens de vous dire la différence entre les médias occidentaux et nos médias à nous. Les médias occidentaux, par exemple, quand vous prenez actuellement l'actualité en France, ce qui se passe entre le secrétaire général du gouvernement, le Sarkozy, son premier ministre, quand vous allez voir les informations, vous allez voir que les partis politiques, opposition ou non, chacun d'eux a un point de vue qu'ils vont relater en 30 ou 60 secondes, par exemple. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les leaders politiques qui vont les voir, mais c'est eux qui vont chercher. Mais cela rentre dans les prérogatives de votre concerné de l'information. Non. Bon, ok. Je pense qu'il vaut mieux que nous fassions ça. Moi, tout simplement, ce que j'ai dit, c'est que je vous renvoie la balle. C'est que, pas à vous seulement en tant que l'Otanier. Je parle un peu de tous nos médias. Pas seulement l'audiovisuel, mais aussi les journaux, etc., etc. Il faut dire que nos médias, à nous, ne sont pas motivés, très motivés, par prendre contact, prendre les avis de tous les leaders politiques. En général, on se suffit de ceux qui sont, si vous voulez, en avance, comme l'UPR qui est au pouvoir, ou éventuellement comme un autre parti d'opposition qui fait plus de bruit qu'un autre. Mais ce n'est pas ça la classe politique. La classe politique, c'est à peu près 100 partis politiques. C'est plus de 208 maires élus. C'est je ne sais pas combien de députés et de sénateurs. Donc tous ces gens-là, certainement, ils ont des points de vue qui pourraient intéresser les citoyens. Donc, voilà. Monsieur le Président, Monsieur Moulay Hassan, moi je crois que vous avez intérêt à donner plus de charge à votre chargé de la communication ou de l'information. Je passe à ma question. Le PMRC a toujours rejoint la majorité présidentielle, toujours. Oui. Qu'est-ce qui réellement motive cette décision chez le PMRC? Disons, bon, à toujours, pas toujours quand même. Nous avons un programme. Contrairement à beaucoup d'autres partis, nous avons un projet de société. Et ça, si vous voulez, c'est l'existence même d'un parti politique. Il doit avoir un projet de société. Et ce projet de société, nous l'avons fait dès la création de notre parti. Et je vais vous en relater au moins un ou deux moments. Je vais vous dire qu'en 2002, par exemple, quand j'étais candidat aux élections présidentielles contre Maouia, dans le temps, dans notre projet de société, et ça, tous les fonctionnaires se le rappellent, nous avons présenté un projet de société dans lequel nous avons fait une étude complète sur le SMIC. Dans le temps, le SMIC était aux environs de 9 000 ouguiya. Nous avons fait dans le temps une étude, il fallait environ 25 000 ouguiya, un minimum de 25 000 ouguiya, afin qu'un salarié simple puisse ne pas avoir besoin de demander ou de voler. 25 000 ouguiya dans le temps, c'était en 2002. 2002. Donc nous avons fait cette étude-là et nous avons proposé, donc dans notre programme, nous avons proposé aux citoyens que si nous allons, si vous votez pour nous, le SMIC serait à partir de 25 000 ouguiya. 25 000 ouguiya dans le temps était le salaire d'un fonctionnaire. C'est-à-dire il y a simplement 12 ans. Oui, mais je vous dis, dans le temps, 25 000 ouguiya était déjà le salaire. C'est-à-dire que personne ne pouvait comprendre qu'on pouvait donner un SMIC à 25 000 ouguiya. Personne ne pouvait comprendre que tout le monde. Oui, votre téléphone, Monsieur le Président, il faut l'éteindre. Personne ne pouvait comprendre que tous les fonctionnaires de l'État pouvaient avoir 25 000 ouguiya. 25 000 ouguiya dans le temps, c'était beaucoup d'argent. Bon, donc nous avons fait cette étude-là. C'est pour vous dire que nous avons commencé par faire un projet de société.
Et quand nous n'avons pas réussi la campagne, c'était Maouia qui avait réussi la campagne, 3 mois après, ils ont appliqué ce SMIC-là que nous avions dit. Bon, ils l'ont porté aux environs de 23 000 ouguiya et quelques. Donc, ce qui veut dire que nous avons présenté un projet de société réel aux citoyens. Là, jusqu'à présent, parfois, je rencontre certains fonctionnaires qui avaient suivi dans le temps et ils me rappellent qu'en tout cas, c'était grâce à notre projet de société que les SMIC avaient augmenté du simple au double. Quand je vous disais que dans le temps, c'était 8 000 et quelques, 9 000, et quand il a été relevé jusqu'à 23 000 ouguiya et quelques, c'était extrêmement important. C'était grâce à vous. Comment? C'était grâce à votre étude. Bon. Ne me faites pas dire ce que je ne connais pas. Ce qui est sûr, une fois de plus, et voyons le constat. Le SMIC était de 8 000 et quelques. Il y a eu les élections présidentielles. Nous avons présenté notre projet de société. Nous avons proposé un SMIC aux fonctionnaires de 25 000 ouguiya. Maouia avait gagné les élections. Quelques mois après, le SMIC de 23 000 et quelques a été instauré. Suite, grâce à ça, où ils ont été... ils ont compris que peut-être c'était ça qu'il fallait faire. En tout cas, c'était ça. Et je pense qu'en effet, nous y sommes pour quelque chose. Ça, je l'ai dit parce que sinon, ceci n'aurait pas eu lieu. Et nous y sommes pour quelque chose parce que l'étude était tellement bien détaillée que nous n'avons omis aucun frais qui pourrait être fait. Donc, pour revenir à la question... La majorité présidentielle. Pour revenir à la question, donc au niveau de la majorité présidentielle, oui. Notre projet de société, bon, comme on le voyait, il n'y avait pas beaucoup de différences. Il n'y avait pas beaucoup de contradictions entre ceux qui dirigeaient dans le temps et notre projet de société. Pour la simple raison, encore une fois, et je le rappelle, notre projet de société, voilà, notre proposition de SMIC a été appliquée par le pouvoir en place. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient. Bon, ma nature à moi, d'un autre côté, ma nature à moi, c'est de ne pas trop se montrer opposé. Nous venons de créer une démocratie. Nous venons de très loin. Nous n'avions pas la culture démocratique. Je pense que les citoyens, pour mieux l'engager dans la société, dans la démocratie, il faut aller doucement avec lui. Je ne dis pas que les partis d'opposition, disons, je ne suis pas là pour juger l'action des partis d'opposition, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise, mais je pense, en tout cas en ce qui me concerne, dans le temps, c'était dans le temps encore, que accompagner le gouvernement dans sa politique était meilleur, c'est-à-dire c'était une façon meilleure que de s'y opposer. En tout cas, dans tous les cas, ça ne servait à rien. Parce que dans tous les cas, il allait gagner les élections. Alors, autant essayer de contribuer dans la réussite des affaires du pays, autant essayer de contribuer donc dans le bien-être du citoyen et donc accompagner le système. Ceci avait continué jusqu'en 2002. En 2002, il y a eu un grand différend entre le pouvoir en place et nous. Et en 2002, nous nous sommes déclarés donc opposés au gouvernement pendant, disons pas en 2002, en 1996. Et de 1996 jusqu'en 2002, nous étions complètement opposés. Et ça a continué jusqu'aux élections présidentielles. Nous sommes portés candidats en 2002. Nous étions portés candidats. Et donc, comme d'habitude, et comme prévu, Maouia avait gagné les élections. Nous l'avons félicité. Nous sommes sportifs. Nous reconnaissons qu'il a gagné, fraude ou pas fraude. En tout cas, c'était ça. Et il fallait l'accepter. Il fallait être sportif. Mais vous saviez qu'il y avait fraude? Bien sûr qu'on le savait, bien sûr que lui il le savait, bien sûr que tout le monde savait qu'il y avait une machine. Pourquoi vous engagez dans des élections gagnées à l'avance? Je vais vous dire une chose. Un parti politique,
le boycott ne le sert pas. Parce que le minimum, dans une élection politique, vous allez pouvoir faire connaître votre programme. Vous venez tout de suite de dire que le parti n'est pas actif. Les médias, dans le temps, les médias officiels, il n'y avait que les médias officiels. Et si vous n'êtes pas, c'est-à-dire que si vous ne passez pas dans les médias officiels, personne ne vous connaîtra. Donc, il y avait une stratégie déjà dans cette... presse écrite. Il y avait, je vais vous dire que très peu de gens lisent la presse écrite. Très peu de gens devraient le connaître. Elle n'est pas à la portée de tout le monde et très peu de gens la lisent. Et si vous faites la politique seulement pour les intellectuels, pour ceux qui savent lire, alors je pense que vous n'avez pas du tout compris le peuple mauritanien. Les 3/4 du peuple mauritanien sont loin, n'ont pas la presse écrite et ne peuvent être au courant d'un candidat ou d'un programme que par le biais des médias officiels dans le temps, soit la télévision, soit la radio. Et donc, nous avons toujours pensé que, quel que soit le temps que nous allons avoir, le temps d'antenne qui va nous permettre d'être connus, de prendre contact avec les populations, était important. Et comme Hugo nous savons parfaitement que les élections étaient truquées d'avance. Mais ceci ne justifie pas qu'on baisse les bras, voilà, qu'on boycotte, voilà, qu'on ne participe à rien du tout. Il faut participer. Cette fois-ci, elles vont être truquées. L'année prochaine, elles seront truquées. Mais 3 ans ou 4 ans après, les gens comprendront et n'accepteront pas les trucages. Et par conséquent, nous avons toujours suivi cette voie-là. Nous pensons que le boycott, pour un parti positif, n'est pas positif. Et nous n'avons jamais boycotté des élections. Jamais. Oui, mais c'est ce que vous reprochez donc à l'opposition. Non. J'ai dit au début que je ne reproche rien à l'opposition. Je n'ai pas de leçon à donner à l'opposition. Nous n'avons pas de point de vue concerté ensemble. Je vous dis ce que je pense moi et notre point de vue sur le boycott et sur les élections. Donc, ce qui nous fait revenir à la majorité présidentielle. En effet, notre option à nous, c'est d'accompagner les gouvernements, même s'ils ne sont pas bons, de les accompagner afin qu'ils fassent quelque chose de bon, afin qu'ils contribuent, afin que les populations comprennent que ce qui est en train de se faire n'est peut-être pas la meilleure solution, mais il ne faut pas rester à l'écart. Et en effet, en dehors de cette période-là où nous avons eu des démêlés avec le PRDS dans le temps, nous avons toujours participé nous avons toujours été membres de la majorité présidentielle. Même si nous étions parfois candidats contre le président, une fois qu'il a gagné, nous les félicitons et nous intégrons la majorité présidentielle. Et en cas de second tour, nous avons toujours voté pour le candidat que nous pensons gagnant et il s'avère que c'est lui qui constitue autour de lui la majorité présidentielle. Donc vous êtes engagé 2 fois contre Mahaouye? 3 fois. 2 fois, 3 fois. 2 fois, je crois, et une contre Sidi. 3 fois candidat malheureux. C'est vraiment dommage. Ah oui, parce que vous acceptez la fraude. C'est tout à fait normal. Ben, c'est normal. Normal. Donc vous avez tout à l'heure dit que vous avez eu des différends avec Mahaouye. Qui dit PRDS dit Mahaouye, n'est-ce pas? C'était en 1994. Oui. Quelle est l'origine de ces différends? Lors des premières élections législatives, nous étions le seul parti qui a pu gagner un siège au Parlement contre le PRDS. Le seul parti qui siégeait au Parlement avec le PRDS et qui n'est pas PRDS. C'était les députations. Oui, la députation. Et bien sûr, moi je tenais à l'indépendance de notre parti. Bien que nous soyons parti de la majorité, mais il y avait une différence. Il y avait le PRDS, il y avait le PMRC. Et je tenais à ce qu'il y ait cette différence-là. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand il y a eu le vote du président de l'Assemblée nationale, dans le temps, nous étions à peu près 79 députés, j'avais une seule voix. Mais je n'ai jamais pu digérer qu'il puisse y avoir un seul candidat. Et je m'étais porté contre le candidat dans le temps, Cheikh Sidi Ahmed. Je m'étais porté contre lui, c'était un peu pour marquer un point de la démocratie dans notre pays.
Je ne vois pas pourquoi une Assemblée nationale vote à 100% pour un seul candidat. Je voyais que vraiment c'était pas le jeu démocratique que nous avions joué. Bon, cette élection-là, cette candidature a été mal comprise par le pouvoir, et je vous dis que bon, ça ne me dérangeait pas du tout. Quelques temps après, le président m'avait convoqué pour me proposer un poste de ministre, donc un poste de membre du gouvernement. Je lui avais fait comprendre que je n'étais pas disposé à occuper un poste dans le gouvernement, que je tenais beaucoup plus à ma station de député. Mais nous avons désigné quelqu'un du parti, donc un cadre, l'un des vice-présidents du parti dans le temps. Et quelques temps après, donc, notre représentant au gouvernement, avec le PRDS, s'était entendu. Il était ministre? Oui, ils étaient ministre, secrétaire général adjoint du gouvernement. Secrétaire général adjoint du gouvernement, donc en rang de ministre. Et bon, ils avaient convenu, peut-être que moi, en tant que président du parti, le PMRC, je ne les servais pas. Et donc, il y avait eu une combine que nous avons su. Nous avons limogé la personne en question. Il a été limogé? Nous l'avons limogé du parti et nous avons demandé au gouvernement de le libérer et que nous allons le remplacer par quelqu'un d'autre. Bon, apparemment le gouvernement n'avait pas voulu, le PRDS dans le temps n'avait pas voulu. Ils ont continué donc à le maintenir au gouvernement et à le pousser jusqu'à ce qu'il a un certain moment fait un congrès au nom de notre parti. Nous sommes rentrés en justice pendant presque 5 ans et finalement donc nous avons eu gain de cause. Et quand nous avons eu gain de cause, nous avons fait donc notre congrès et nous sommes déclarés opposés au gouvernement d'Amaouia. Bon, juste après, ils l'ont limogé lui aussi parce qu'il n'avait pas pu tenir. Et voilà, donc c'était la seule fois où nous avons appartenu à ce qu'on appelle l'opposition. Tout récemment, disons, lors du coup d'État, 2008, nous avons intégré le front, le FNDD. Le FNDI. Oui, FNDI, parce que nous ne pouvions pas accepter donc un coup d'État. C'était antidémocratique et nous avons continué dans cette association jusqu'au jour où il y a eu l'accord de Dakar. Donc, quand tout le monde s'est mis d'accord, donc c'est le processus que nous allons faire. Et quand le président Mohamed Abdelaziz s'est porté candidat, nous l'avons soutenu publiquement. Et donc, bien sûr, nous avions considéré que le rôle du FNDI était terminé. Et donc, nous avons soutenu, et depuis lors, donc, nous sommes dans cette majorité présidentielle. Bien. De plus en plus d'analystes parlent de la possibilité de reprise du dialogue entre la majorité et l'opposition. C'est aussi votre avis? Vous croyez vraiment que c'est peu qu'il y ait... Ce serait une très bonne chose, parce que l'opposition, c'est à peu près, on le dit toujours, la démocratie, c'est comme la pièce de monnaie. Si l'une des faces n'est pas bonne, la pièce n'est pas bonne. La démocratie, c'est aussi la même chose. L'opposition et la majorité sont les deux faces. Donc, qu'il y ait un débat, qu'il y ait une entente, que l'opposition prenne et joue son rôle dans le jeu démocratique est une bonne chose. Je souhaite très bien qu'il y ait une bonne entente entre la majorité et l'opposition et que nous puissions travailler ensemble. Je le souhaite très fort. Bien. Aujourd'hui, vous êtes le président du conseil d'administration de l'Amaury Post, non? Oui. Donc, et votre fils est député IPR à Qatar, n'est-ce pas? Oui. Donc, pourquoi votre fils n'est pas au PMRC? C'est la démocratie. Il est libre de choisir
de choisir le camp qu'il veut. La chambre basse. Je l'ai soutenu quand il était candidat à Attar, pendant que moi j'avais d'autres candidats ailleurs. Et c'est la démocratie, c'est tout à fait normal. C'est un exemple vivant de la démocratie. Je pense que vous ne voyez pas d'inconvénient, non? Pas du tout, au contraire. Ah bon, c'est une question. Donc, Monsieur le Président, récemment, les Flammes ont revendiqué l'autonomie pour les provinces sud du pays. Quel commentaire vous inspire cette revendication? Je dirais à tous nos compatriotes que ce qui se passe autour de nous n'attire. C'est-à-dire que nous devons prendre des leçons de ce qui se passe autour de nous. La paix, quelles que soient les conditions dans lesquelles on peut trouver la paix, c'est meilleur. La Mauritanie, le peuple mauritanien a toujours été un peuple uni. Alhamdulillah. Nous avons la religion qui est la base de cette union-là. Et j'espère qu'elle restera toujours et qu'elle durera toujours. L'autonomie d'une partie du territoire n'est pas une bonne chose. Et ceux qui la prônent ne sont pas en train de prôner une bonne chose. Il n'y a pas, en Mauritanie, il n'y a pas un territoire exclusif pour les uns ou pour les autres. Les Noirs, vous les trouvez dans toutes les wilayas, et les Blancs, vous les trouvez dans toutes les wilayas. Donc, je considère que si les politiciens, ou si la politique politicienne laissait les gens en paix, ceux qui prônent pour une autonomie comprendraient que ce n'est pas dans leur intérêt, que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, que ce n'est pas dans l'intérêt de la population, et qu'il vaudrait mieux avoir la paix que ne pas l'avoir. Voilà, donc c'est ce que je réponds à nos compatriotes flammes ou autres, que ce n'est pas la bonne solution. C'est pas la meilleure solution. La meilleure solution et la bonne solution, c'est que le peuple mauritanien s'unisse, règle ses problèmes, trouve des solutions à tous ses problèmes, développe son pays et va au-devant. C'est ça la bonne solution. Ce ne sont pas les guerres intercommunales, les guerres fratricides. Ce ne sont pas ces trucs-là qui vont avancer la Mauritanie, au contraire. Et comme je vous le dis une fois de plus, si nous regardons autour, tous ceux qui ont voulu partir tout seuls, le résultat, ou tous ceux qui ont voulu diviser, scinder le pays en deux, ça n'a jamais marché. Prenez le cas du Soudan, par exemple. C'est un exemple clair. Qu'est-ce que ça a servi aux uns et aux autres? Rien du tout. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Disons, c'est pas que je pense, je suis conscient que ce n'est pas la bonne solution. Très bien. Et que vous inspire des activités et des déclarations du mouvement IRA? Ce soir, lors d'une conférence de presse, Biram Ould Abeid a dit qu'il changera de discours. Que vous inspire? Je vais vous dire, pour IRA, il y a deux aspects du problème. L'un des aspects du problème ne m'intéresse pas, ça le concerne lui. Et je n'ai pas du tout à donner un avis là-dessus. C'est donc le fait qu'il soit opposé, ou qu'on dit qu'il soit opposé à certains ulama, le fait qu'il ait brûlé les livres, ça c'est son problème. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas demandé notre avis et nous n'avons pas d'avis à donner désormais dans ce côté-là. Donc ça c'est son problème. Par contre, il y a un second problème qui est extrêmement important et je considère qu'il est très positif. C'est lequel? C'est la défense des enfants à bas âge. Et ceci, c'est dans l'intérêt aussi bien des adultes que des enfants. Ceci est dans l'intérêt des Noirs et des Blancs. Vous savez parfaitement que dans toutes les familles mauritaniennes, noires ou blanches, je n'ai aucune différence, très souvent, les mères de famille prennent des fillettes de 12 ans ou de 14 ans, les laissent à la maison, laissent les enfants avec eux, et elle devient une deuxième mère. Mais que voulez-vous qu'on fasse, qu'une petite fille de 12 ans puisse faire avec des enfants? Ça, ce n'est pas seulement typique à la société mauritanienne, c'est aussi dans la société négro-africaine. Moi, je pense que cette guerre-là,
à cette pratique, c'est une chose très positive. Et j'aurais bien souhaité que ce ne soit pas seulement Biram qui la fasse, mais que d'autres la fassent. Et pas forcément quelqu'un de noir, et aussi quelqu'un de blanc. Parce que là, il y a une injustice et ce n'est pas du tout bon. Donc ce côté-là, moi, je considère que Ira fait du bon travail. Et si elle continue dans ce sens, c'est une bonne chose. Seulement, il ne faut pas qu'il y ait une discrimination. Il ne faut pas que le problème soit seulement un problème de blanc et de noir. Non. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement regarder dans les familles blanches, est-ce qu'il y a des noirs. C'est-à-dire que le blanc et le noir, c'est deux couleurs très distinctes, on peut tout de suite voir la différence. Mais il faut aussi voir dans les familles négro-africaines, parce que la même pratique se fait aussi dans les familles négro-africaines. Je pense que ça, c'est-à-dire que comme ça, nous rendons service aux femmes, aux mères de ménage, et nous rendons service aussi aux enfants. Et aujourd'hui, il a dit qu'il changera de discours. Il est prêt à discuter avec Ouléma, érudits et tout homme politique. Que pensez-vous de cette déclaration de Biram aujourd'hui? Je n'ai pas toujours suivi les activités de Biram. Je ne sais pas pourquoi il change, s'il devrait changer de discours. Je ne sais pas ce qui l'a motivé. Bon, je ne suis pas en contact avec lui, nous n'avons pas de point de vue en commun, je vous assure, je ne sais pas. Ouais, certainement, il s'expliquera. Parlons maintenant un peu de l'esclavage. Existe-t-il l'esclavage en Mauritanie? Ce phénomène existe-t-il en Mauritanie? L'esclavage a existé en Mauritanie. Et c'était un esclavage illégal. Il a existé longtemps. Malheureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'est... Bon, disons... il n'y a plus d'esclavage. Et esclave, celui qui veut être esclave. Et ici, je dirais esclave, pas seulement esclave de peau, de couleur, mais esclave économiquement aussi. Aujourd'hui, est esclave celui qui veut être esclave. Il y a des séquelles, oui, de l'esclavage, ça c'est vrai. Il faut trouver des solutions à ces séquelles. Mais l'esclavage en tant que tel, ou comme il a été pratiqué avant dans le temps, moi, je considère qu'il n'existe plus en Mauritanie. Et je vais vous dire, il n'a pas seulement existé en Mauritanie. Les États-Unis se sont développés grâce aux esclaves. L'Europe s'est développée grâce aux esclaves. Ça, ce sont des périodes de l'histoire. Chaque État a sa période. La Mauritanie aussi, à un certain moment, avait sa période. Mais c'est une période qui a changé. Depuis très longtemps, les gouvernants ont déclaré qu'il n'y a plus d'esclaves. Les gouvernants ont pris la loi a déclaré qu'il n'y a plus d'esclaves. Celui qui comprend pour esclave n'a qu'à partir déclarer et il va être libéré. Donc je considère qu'aujourd'hui, est esclave seulement celui qui veut être esclave. Mais je vais vous dire que les 3/4 des Africains, blancs et noirs, sont esclaves. Parce que la famine, le sous-développement, gel, les maladies, tout ça, tous ces phénomènes rendent la personne esclave à un autre. Parce que sa nourriture vient de celui-là, son bien-être éventuellement vient de celui-là, et donc il devient esclave, mais esclave d'une autre forme, dans un autre temps. Mais l'esclavage en tant que tel, moi je dirais qu'il n'existe plus. Bien. Vous avez reconnu qu'il y a des séquelles d'esclavage, de l'esclavage. Comment peut-on éradiquer ces séquelles définitivement? C'est Ahmed. Les problèmes ne peuvent pas se régler par un coup d'épée. La meilleure façon d'éradiquer ces séquelles d'esclavage, c'est premièrement d'envoyer tous les enfants à la scolarisation. Tous. Et là, je passerai par un moment très important dans le cadre de l'éducation. Moi, j'aurais souhaité que l'enseignement primaire soit seulement laissé à l'État, afin que tous les enfants puissent avoir la même chance. Je dirais que l'enseignement fondamental, l'État doit le prendre en charge. Et les autres écoles privées peuvent faire beaucoup d'autres écoles techniques, professionnelles, universités, etc., etc. Mais si
nous adoptons cette méthode-là, c'est-à-dire que si l'enseignement fondamental est du ressort de l'État seulement, tous les enfants pourront avoir la chance d'aller à l'école. Et c'est là où nous allons commencer à éradiquer les séquelles d'esclavage. Puis l'esclavage, ces séquelles, c'est quoi? C'est la pauvreté. L'analphabétisme. L'analphabétisme. L'ignorance. Les maladies. Le chômage, etc., etc., etc. Mais comment voulez-vous que tous les enfants aillent à l'école alors que dans des localités, il n'y a pas d'école? Les Adouava, par exemple. Ça, c'est la responsabilité de l'État et l'État doit prendre cette responsabilité. Si nous voulons, une fois de plus, finir avec ce qu'on appelle l'esclavage, et ça sera peut-être dans 20 ans, pas demain, ni après-demain, dans 20 ans, il faut déjà que tous les enfants puissent aller à l'école. Il faudrait déjà que l'analphabétisme n'existe plus en Mauritanie. Et c'est facile. C'est très facile. Donc ça, c'est un point. Le second point, c'est de créer des activités pour les personnes qui ont, c'est-à-dire qui souffrent de ces séquelles d'esclavage. Activité génératrice de revenus. Voilà, parce que là, je reviendrai à l'aspect pauvreté. C'est-à-dire qu'avec la pauvreté, l'esclave, comme je vous ai dit, et pas l'esclave couleur, l'esclave, la personne elle-même, elle est esclave et elle restera esclave toute sa vie. Donc il y a cet aspect pauvreté. Il faudrait aussi qu'il y ait des actions très fortes dans ce domaine-là. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on peut régler d'une minute à l'autre. Ce sont des moments extrêmement importants dans la vie d'un pays. Il faudrait que les intellectuels fassent des rencontres à ce sujet-là. Il faudrait que les experts présentent des propositions à ce sujet-là. Et il faudrait que le gouvernement, lui aussi, s'engage politiquement à essayer à régler définitivement ce problème de séquelles d'esclavage. Voilà ce que je pense. Très bien. Bon, passons à autre chose. Le parti Tawassoul vient d'être consacré chef de file de l'opposition. Pensez-vous qu'il aura la tâche facile? Bon, je commencerai déjà par féliciter le nouveau leader de l'opposition. Ahmed Hassan. Et je lui souhaite une très bonne réussite. J'espère qu'il pourra comprendre que le débat, le contact, le travail avec la majorité vaut mieux que de rester à l'écart, définitivement à l'écart, là-bas tout seul. C'est-à-dire qu'une fois de plus, afin que la démocratie puisse être valable, il faudrait que les deux fassent sa rencontre et travaillent ensemble. Il n'est pas dit que la majorité va nécessairement lui faire ce qu'il veut. Pourquoi non? Nous sommes dans un système démocratique. Celui qui a la majorité dirige comme il veut. Je ne suis pas obligé de te prendre avec moi dans mon gouvernement si je ne veux pas te prendre. J'ai toute la latitude de prendre les décisions que je veux. Mais toi, de ton côté, tu dois aussi faire ton travail. Tu perçois de l'argent public, beaucoup d'argent. Tu dois cet argent-là l'investir afin de créer quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois surveiller le travail du gouvernement. Tu dois démontrer que certains problèmes ne vont pas. Tu dois attirer l'attention du gouvernement sur ce qui ne va pas au niveau de ses fonctionnaires eux-mêmes. Tu dois attirer l'attention des citoyens et des populations sur les moments qui ne vont pas ou sur les dérapages éventuellement de l'administration. Tu as une tâche très lourde, beaucoup plus lourde que la majorité, parce que la majorité, elle est là, elle est en train de dépenser et de faire. Mais toi, tu es là pour dire attention, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et à la longue, le citoyen comprendra que les choses ne vont pas. Mais par contre, si tu t'enfermes tout seul et tu dis, moi je n'ai pas de rapport avec la majorité, ou je ne reconnais pas le gouvernement et par conséquent, je suis à côté, disons, tu as raté ta mission. Tu utilises de l'argent public pour rien. C'est pas normal, c'est pas logique. J'espère très fort qu'il comprendra que son rôle est très très important dans la démocratie et qu'il le jouera. Et
tu n'es pas obligé de t'entendre ou d'aimer un président. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Mais tu as une obligation, tu as des devoirs, tu dois les faire. Moi, je ne suis pas obligé de t'aimer, toi, en tant qu'opposition. Mais en tant qu'opposition reconnue officiellement, je dois aussi travailler avec toi, tendre la main et essayer de t'écouter. Je ne suis pas tenu de faire ce que tu demandes. Mais quand même, je peux t'écouter et je ferai ce qui me semble bon. C'est moi qui ai été élu. Donc, ce n'est pas toi. Mais il y a un travail commun que nous devons faire. Moi, j'exécute. Toi, tu dénigres. Moi, je fais les mauvaises choses. Éventuellement, toi, tu les démontres. Mais si aussi je fais de bonnes choses, tu dois aussi les dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours se cramponner sur un côté. Quand je suis opposition, je ne vois que du feu. Non. Quand il y a des actions positives du gouvernement, l'honnêteté intellectuelle fait que tu dois dire que c'est bon. Mais aussi, quand il y a des choses qui ne vont pas, l'honnêteté intellectuelle aussi fait que tu dois dénoncer tout ça. Et je crois que ça, c'est le rôle de l'opposition. Ce n'est pas mince, ce n'est pas petit. J'espère qu'il comprendra ça et qu'ils s'y attelleront à travailler dans ce sens. À vous entendre parler, je tire la conclusion que vous voulez dire que Ahmed Dada n'a pas joué pleinement son rôle en tant que chef de file de l'opposition. Je n'ai rien à dire à l'encontre de M. Ahmed Dada. On se connaît peu. C'est un grand homme politique de ce pays. Je le respecte très fort. Je n'ai pas de jugement à faire sur lui. Je parle d'une façon générale et du principe du leader d'opposition. S'il n'a pas fait ça, il a ses raisons. S'il l'a fait, il a ses raisons. Disons, je ne fais pas du tout référence ni à lui ni à quelqu'un d'autre. Pas du tout. Oui, mais si je vous dis par exemple, quel jugement portez-vous sur l'ex-présidence de Ahmed Dada de l'institution démocratique? Je n'ai pas de jugement à porter sur mes collègues. Ils sont tous conscients de ce qu'ils font, ils sont vaccinés. Certains connaissent mieux que moi la politique, certains ont fait avant moi de la politique, et ce qu'ils ont fait, chacun a ses raisons de le faire, donc je n'ai pas du tout à les juger. Voilà. Récemment, le président d'un pays de la sous-région, particulièrement Burkina Faso, s'est vu obligé de passer la main. Ne craignez-vous pas que les militants du PMRC n'en fassent autant avec le président qui est à la tête du parti depuis sa création, depuis 1992, cet président? C'est exact. Tout est possible. Je vais vous dire que lors de notre dernier congrès, j'avais demandé aux citoyens de prendre un président, que, en effet, je suis devenu vieux jeu, depuis 1992 je suis là, et je leur ai demandé de choisir un président. Ils n'ont pas voulu, tout simplement. Ils sont là, ils m'écoutent, tous les membres du parti sont là, ils m'écoutent, ils n'ont pas voulu, ils ont tenu à ce que je continue à présider le parti, je le préside. Donc je ne suis pas attaché au parti en tant que tel, ce n'est pas, contrairement à ce que les gens disent, ça ne m'appartient pas. Non, c'est une institution de la République. Aujourd'hui, je suis président, demain, quelqu'un d'autre viendra. En tout cas, je ne m'accroche pas à ça. Et j'espère que le prochain congrès, à notre président, disons, les électeurs éliront notre président, je l'espère très fort. Très bien, Monsieur le Président. Passons maintenant à l'actualité, si vous voulez, économique. Oui. Parlons un peu, que pensez-vous de la situation économique du pays actuellement, d'une manière générale? Bon, je ne vous parlerai pas des chiffres, parce que bon, c'est un domaine que je ne connais pas. Si vous en avez, seront bienvenus. Non, je ne parlerai pas parce que c'est un domaine que je ne connais pas. Mais je parlerai de façon générale. Je dirais que certainement la situation doit être très difficile. Certainement. Pourquoi? Parce que la Mauritanie comptait beaucoup sur la SNIM et sur les exportations du fer. Et malheureusement, ces derniers temps, le fer a chuté très fort. S'il était à 177, aujourd'hui il se retrouve aux environs de 75 ou 80. Donc c'est un manque à gagner extrêmement grand. Certainement ceci aura des répercussions négatives sur notre économie. Je sais que la pêche, le secteur de la pêche est très fatigué.
Et ça, je peux le savoir seulement en regardant ici au niveau de la plage. C'est-à-dire que les quantités de poissons qui venaient n'existent plus. Et les coûts sont très très élevés. Par conséquent, ceci veut dire que la matière première devient rare. C'est ce que je pense. Je sais que la pluviométrie cette année n'a pas été très bonne et que les pâturages ont beaucoup de déficits. Donc je m'attends à ce que la situation économique du pays soit assez tendue. Je m'attends à ça. Si maintenant vous avez des questions précises, je répondrai, mais d'une façon générale, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de difficultés et je pense que là, le problème ne concerne pas seulement le gouvernement, il nous concerne tous. Parce que quand on sait que... Le gouvernement en premier lieu, parce que oui, toujours. Le prix de la matière, de la denrée alimentaire est cher, la viande est chère, le poisson est cher, tout est cher. Oui, je vais vous dire, quand un pays ne produit pas, il ne peut pas se plaindre que le sucre est cher, que le riz est cher. Bien sûr. Quand vous ne produisez pas ce produit, quand vous l'importez et que ce sont les autres qui mettent leur prix, je pense que dire que ceci est cher ou que ce n'est pas cher, c'est pas correct. Je reviendrai sur la viande et sur le poisson, qui sont quand même des denrées, des matières nationales. Mais ces produits-là aussi, voilà, ces denrées, elles dépendent de tout ce qui est importé. Elles dépendent des matières premières importées. Vous avez compris? Quand je vous disais que le carburant coûtait très cher, quand je vous dis que Raquel coûte très cher, quand je vous dis que même l'eau puisée dans les sondages devient très chère, parce que le coût d'exploitation devient très cher, et comment voulez-vous que les autres produits ne soient pas chers? Alors je pense qu'il faut être objectif. C'est vrai, ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable. Je ne prône pas pour les produits chers. J'aurais bien souhaité que les pays s'interfèrent. Oui, mais l'État doit sacrifier. Les pays subventionnent éventuellement. Est-ce que vous avez compris? Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. Les pays ne sont plus autorisés à subventionner comme ils subventionnaient. Nous avons des crédits que nous devons payer. Nous avons des institutions financières qui font leur politique avec nous dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas très autonomes dans ce que nous allons faire. Actuellement, tout de suite là, j'avais lu tout récemment que la période de grâce qui était donnée à certains crédits est terminée et que maintenant nous allons commencer les remboursements. Donc, je m'attends à ce que la situation devienne très difficile et j'espère très fort que le citoyen comprendra et contribuera à sa façon. Comment il va contribuer? Chacun à sa façon. Le gestionnaire, il va gérer mieux les budgets qu'il a. Le citoyen, il va comprendre mieux la situation dans laquelle le pays se trouve. Le salarié, il va comprendre lui aussi ce que nous sommes en train de traverser. Autant percevoir un salaire très bas que de partir dans la rue comme chômeur. Donc il y a énormément de problèmes qui se posent et si tout le monde ne voudrait pas les comprendre et si on met tout sur le dos du pays, mais qu'est-ce que vous voulez, ça va éclater un jour. Qui est responsable de cette cherté des prix? C'est toujours l'État. Non, l'État n'est pas responsable. L'État n'est pas responsable si la boîte de Gloria coûte 140 000 ouguiya, 140 ouguiya. Pourquoi il est responsable? C'est pas lui qui l'a produit. Elle est importée. C'est toi qui l'importes. Ou c'est moi. C'est le prix quand même. Nous sommes dans un pays où la libéralisation anarchique des prix dans le marché, c'est le laisser aller total. Il n'y a aucune intervention de l'État. Bon, quand vous dites qu'il y a que nous sommes dans un marché libre, il faut déjà accepter que les gens vont vendre à des prix qu'ils jugent acceptables en fonction de leur prix d'achat. Mais pas anarchiquement quand même, le gouvernement doit... Bon, c'est facile à dire. C'est facile à dire, c'est facile à dénigrer, c'est facile à dire que ça c'est très cher ou ça ce n'est pas cher. Moi je pense qu'il faut déjà étudier ces problèmes, il faut étudier le prix de revient d'un produit pour dire est-ce que vraiment il est taxé très fort ou il n'est pas taxé très fort.
Vous avez compris. Là aussi, je ne suis pas... Et là, c'est le rôle des associations qui défendent les consommateurs. Ça, c'est leur rôle. C'est-à-dire c'est à eux Mais ils ont toujours crié au scandale. Bon, c'est à eux de se pencher sur ce problème. C'est à eux de savoir le prix de revient d'un produit donné. Et par conséquent, donc, informer sur la situation. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne cessent de le faire, ils ne cessent de crier au scandale, mais l'État fait la sourde oreille. Non, j'ai dit encore une fois, les produits importés, l'État n'y peut rien. Ce sont tes produits à toi que tu importes, tu les achètes avec ton argent, tu les amènes, tu les dédouanes, tu payes tes taxes et tu les revends avec ton bénéfice. Donc vous voulez là, je pense que si on commence à s'interférer dans ce produit-là, dans ce domaine-là, il faudrait une fois de plus qu'on puisse comprendre et qu'on puisse savoir réellement les prix de revient de ces produits-là. Et si vous me dites comme je dis tout de suite, une boîte de Gloria, si son prix de revient est 90 ouguiya et qu'elle est vendue à 140 ouguiya, je vous dirais que ça c'est très cher. Mais si vous ne savez pas son prix de revient, et si vous me dites qu'elle est chère, je vais vous dire cher par rapport à quoi, tout simplement. عودنا واقعيين مادة عود واقعية عود واقعية مادة رواية نعرفوها ونعرف باش طايحة ونعرف أسعارها الحقيقيين إذا عادوا قالين لا يقولون قالين يقولون عود رواية ما عندنا عنها شيء ولا بس لكنها قاعدة في بلو وذاك واعر وذاك هي je pense que c'est pas tout à fait logique pas tout à fait logique c'est l'intervention de l'État quand même pour superviser ces prix exorbitants. En général l'État dans ces cas-là fait des subventions des produits. On dit que la méthode de subvention n'est pas facile, tout simplement. Puis les institutions financières n'acceptent plus ce genre de procédure, les subventions. Ensuite, le peuple mauritanien, depuis la création du pays, on nous a habitués sous supervision. Depuis l'indépendance de la Mauritanie, pratiquement le peuple mauritanien, on l'a habitué à être sous supervision tout le temps. Et jusqu'à présent, c'est ce que nous voulons. Nous voulons rester sous supervision. Nous voulons qu'on nous donne. Nous voulons qu'on nous fasse. Nous voulons qu'on nous ceci, qu'on nous cela, sans qu'on fasse les efforts nécessaires. Et ce n'est pas normal. Chab al-Mauritanie, si nous voulons construire ce pays-là, il faudrait déjà que nous comprenions que la bonne méthode, ce n'est pas les subventions. Que ce soit... C'est d'accepter la cherté de la vie. Non, c'est aller avec. C'est de travailler, c'est d'être productif. Et quand on travaille, et quand on est productif, on comprendra. Est-ce que c'est cher ou ce n'est pas cher? Le boulanger, il va vendre son pain à 20 ouguiya. Pour lui, ce n'est pas cher. Pour moi, c'est cher. Mais quand il viendra me voir pour acheter un boubou, par exemple, lui, il dira que le boubou est cher. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a sous la main, pour lui, ce n'est pas cher. Pour moi, il est cher parce que je ne connais pas ce qui se passe. Si nous connaissons en réalité les prix des produits, nous pouvons juger est-ce que les produits sont chers ou non. Je pense que c'est un domaine extrêmement difficile. Accuser l'État, accuser le gouvernement, chaque fois, ça c'est de la responsabilité de l'État, c'est du ressort de l'État, non. Il y a beaucoup de choses, l'État n'y peut rien, tout simplement. Oui, Monsieur le Président, dans votre discours dont vous parliez tout à l'heure, vous avez dit notre agriculture, nos industries et nous-mêmes dépendons à 100% de l'extérieur. 60% de notre population vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et alors, plus de 70% sont analphabètes. Alors, comment on peut immerser ce discours d'élection présidentielle? C'est-à-dire que vous dites tout à l'heure que nous devons travailler et la charité, l'État ne doit pas rien faire, alors que vous avez proposé, vous avez mis la main sur des statistiques concrètes. Mais ce que j'ai dit est vrai. J'ai dit que nous importons plus de 95% de ce que nous utilisons. Si ce n'est pas la viande,
Mais vous avez dit de poissons 60% de notre population vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Bon, ça, vous l'avez pris des campagnes passées. Hein. Ça c'est pas nouveau. Ça, c'est l'un de vos discours. Oui, bien sûr, c'est pas nouveau. Ah oui. C'est pas nouveau. Mais je ne le nie pas. Non, mais je ne le nie pas. Je sais qu'il y a beaucoup de pauvreté dans notre pays, mais je sais que nous devons travailler, nous devons être productifs. Nous sommes un peuple qui n'est pas productif. Nous sommes 3 millions d'habitants et nous ne sommes pas productifs. Mais il faudrait que nous travaillions. Et vous avez dit aussi, nous avons deux catégories de citoyens, des riches ou très riches, des pauvres ou très pauvres. La classe moyenne est invisible, tant sur le plan intellectuel que sur le plan financier. Alors, mais tout ceci est vrai. Là, c'est une bonne chose pour un politique qui doit améliorer la situation. Mais c'est vrai. Mais dites-moi, quelle est la solution à trouver? C'est à vous de la donner, voilà. Votre discours. Voilà. Je suis d'accord avec vous, c'est des réalités. C'est des réalités. Comment on va trouver des solutions? Très simple. C'est ce que nous voulons que vous proposiez à ce gouvernement. Le peuple mauritanien doit être productif. Chez toi, dans ta maison, je suis persuadé que quand tu vas chez toi, tu dois avoir 5 ou 6 personnes que tu nourris. Mais pourquoi ils ne partent pas travailler? Pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche de partir travailler? Travailler, ce n'est pas forcément aller dans un bureau. Je peux tailler les pierres. Mais pourquoi? Je peux partir pêcher à la ligne. Moi, je vais te dire, très souvent, quand j'aime bien la plage, et quand je vais à la plage, j'amène avec moi 10, 15, 20 kilos de poissons que j'ai pêché moi-même. Pourquoi les gens ne partent pas pêcher? Pourquoi les gens ne travaillent pas? Pourquoi les gens doivent rester? Tu trouves une personne, un fonctionnaire, qui a à sa charge au moins 7, 8, 9, 10 personnes. Pourquoi? Mais tu ne peux pas construire un pays comme ça. Mais cela ne veut pas dire que l'État doit se désengager. Non, l'État ne se désengage pas, mais il faudrait que les gens travaillent. Il faudrait que les gens comprennent qu'ils sont obligés de travailler. Et il faudrait qu'ils comprennent que l'État n'est pas là pour leur distribuer de l'argent. Et si j'étais l'État, j'arrêterais tout ce qui est is'af. Il faudrait que les gens travaillent. Il faudrait que les gens comprennent qu'ils doivent travailler. Et quand ils comprennent qu'ils doivent travailler pour se nourrir, ils vont travailler. Personne n'acceptera de mourir de faim. Tant qu'il y a la solution facile, tant que la solution facile est là, c'est une fois par an pour quelques tonnes de... Écoutez, c'est pas diable. Mais l'État... Non, c'est Ahmed. C'est pas une fois par an, attention. L'État donne beaucoup d'argent, investit beaucoup dans ce domaine-là à l'intérieur du pays. Il investit beaucoup d'argent dans ce truc-là. Là, les boutiques ML, l'État les subventionne à peu près à 50%. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas minimiser ça. C'est beaucoup d'argent que l'État paye. Et moi, je dis que les citoyens, les gens doivent travailler. Tout le monde veut travailler, monsieur le Président. Passons à autre chose. Vous êtes expert en exploitation minière. Que pensez-vous de l'exploitation minière en Mauritanie actuellement? Bon, j'ai travaillé à la SNIM pendant 5-6 ans. J'étais chef service d'exploitation à Zouarat. À la Kédia, Tidjil. La Kédia, elle, bon, si vous voulez, c'est un minerai qui est terminé d'ailleurs. Il y a d'autres substitutions, mais d'après les informations que j'ai, le sous-sol mauritanien a beaucoup de ressources minières. Donc, il faut une bonne politique dans ce secteur-là. Et je pense que le problème ne doit pas être posé. Vous ne pensez pas que les gens exploitent nos mines sans grand rendement pour le pays? Parlons un peu de Taziazut, MCM, ce truc. En tant que citoyen, je vais vous dire. Je vais vous dire. Quand on entend dire que nous avons 10 ou 15% des revenus de la mine de Tazias, et quelqu'un qui ne connaît pas la situation
on va dire que ça, ce n'est pas normal. Pourquoi nous avons 15% seulement? La question est posée. Mais pourquoi nous avons 15%? Parce que ces mines-là sont exploitées par des gens qui ont mis leur argent. Et il faudrait qu'ils remboursent leur argent avant que nous puissions gagner quelque chose. انت اللي نقول عندك حاس في دارك ما تقدر تقبل منه سيوه من الماء. لا يجي كانوا نقول لك لا نرقب لك الماء يقول والله نزقد لا نقبض فلطي الين تحصل لي فلطي انت نعطيك منها شوي الين نسترجع فلطي رانا كنعود حاسيك انت. حتى ما les mines c'est exactement le même principe. Les mines, si un pays a la capacité d'exploiter lui-même sa mine, il va avoir son rendement et le revenu à 100%. Mais si tu me confies, moi ou une autre société, de venir investir son argent pour exploiter cette mine, mais je ne peux pas prétendre tout de suite avoir 50 ou 60%. On va se mettre d'accord pendant 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, jusqu'à ce que tu rentres dans ton capital, et à ce moment-là, nous allons commencer à nous partager. C'est ce qui se passe dans les mines. Donc je crois que cet aspect-là, les gens ne veulent pas le comprendre, ne veulent pas comprendre que ceux qui exploitent ces mines-là, en dehors de la SNIM, ceux qui exploitent ces mines, parce que la SNIM, donc elle est mauritanienne, elle est exploitée par des Mauritaniens, c'est des fonds désormais mauritaniens. Mais les autres sociétés, ce sont des sociétés étrangères qui sont venues, qui veulent du bénéfice, qui mettent leur argent et qui tiennent à se faire rembourser avant que toi tu puisses avoir si tu veux 40 ou 50% ou 60% ta mine. Il y a même certaines sociétés qui te disent à un certain moment, quand je fais ça ou quand je gagne ça, je te laisse la mine. Donc il ne faut pas dire, c'est toujours facile de dire ça ne va pas, c'est toujours facile de dire nous sommes lésés, nous sommes exploités, c'est facile de le dire, mais je crois que quand on va dans la réalité est complètement différente. Et si nous, c'est-à-dire beaucoup de citoyens, quand ils entendent c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, c'est tout, comment ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est ce que je viens de vous expliquer. Très bien. Le secteur de la pêche, vous étiez armateur, non? J'ai travaillé à un certain moment dans le domaine de la pêche. Alors, quelle situation se trouve actuellement la pêche en Mauritanie? Honnêtement, je ne peux pas te dire. Je ne connais pas. Je suis sorti du secteur depuis très longtemps. Je sais que les prix du poisson au niveau de la plage sont chers. Ce qui veut dire que la denrée n'existe plus comme avant. Elle est toujours surexploitée. Hein? Elle est toujours surexploitée. Oui, ou à un certain moment. La Mauritanie, les fonds marins mauritaniens ont été surexploités. À un certain moment, c'était vraiment la pagaille. La pagaille. La vraie pagaille. Et si les choses avaient continué comme ça, à un certain moment, je suis persuadé et les gouvernements d'avant, et les armateurs, et tout le monde s'est mis d'accord pour pirater, pour gaspiller tout ce qui se passe. Le fond marin est un fond où vivent des bêtes. Ces bêtes-là, chacune connaît son emplacement. Chacune connaît là où elle doit pondre. Quand un chalutier vient, il racle le fond marin. Les pierres qui étaient à Nouadhibou se retrouvent à Nouakchott. Le fond qui était à Nouadhibou se retrouve à Dakar. Mais ces bêtes-là sont complètement... elles sont déphasées, elles ne savent plus là où elles sont. Ça, c'est un aspect de ce problème de raclage des fonds marins. Ensuite, quand tu prends des filets, où tu vas prendre le plus petit, celui qui vient de naître, la mère qui vient de pondre, ce qui est bon, tu le prends, ce qui n'a pas pondé. Les juvéniles, comment tu veux que les fonds marins puissent se reconstituer facilement? C'est pas facile. Il faut beaucoup de temps. Tout récemment, on a fait 3 mois afin que ça se reconstitue, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Donc, je pense que, disons, pour revenir à la question, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je sais qu'il y a eu, à un certain moment, une surexploitation. Les Chinois, les Coréens, les Russes, les Portugais, les Européens, tous ces gens-là, les Mauritaniens eux-mêmes, qui étaient donc complices, les gouvernants, ceux qui ont dirigé, tous ces gens-là ont été complices pour avoir le maximum d'argent
sans se soucier de ce qui pourrait se passer. Et voilà ce qui s'est passé maintenant. Maintenant, il y a la société Polyondon qui est en Ouadhibou, pareil, qui fait la même chose. C'est regrettable. Mais je pense que, en tout cas, les pouvoirs publics sont suffisamment conscients de ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Je pense qu'au niveau du ministère de la Pêche, il y a de très bons cadres. Je suis persuadé qu'ils sont au courant de ce qui s'est passé et je pense qu'ils ne le sauront pas faire maintenant. J'espère qu'ils ne le sauront pas faire. Bon, disons, ce n'est pas mon domaine. Comme je vous ai dit dès le début, les chiffres, je ne les connais pas, je ne suis pas impliqué dans ces chiffres de poissons, voilà, de fer, voilà, d'économie. Voilà. Mais le constat est là, malheureusement. Monsieur le Président, une dernière question. Où est le PMRC de ces employés de la MCSP qui ont fait 700 km, plus de 700 km de route, de marche? Je vais vous dire, moi j'aime beaucoup Zouarate. J'ai des rapports spéciaux avec Zouarate. Bien sûr. Vous êtes maire député de Zouarate. Voilà. Alors ces employés, tout ce qui les touche de loin ou de près m'intéresse. D'après les informations que j'ai eues, et je les ai eues d'un responsable de la société de gardiennage à laquelle ils sont affiliés. Parce que les gens qui sont venus, ce sont en général des gardiens, des gens de la sécurité. D'après l'un des responsables de cette société-là, je ne les ai pas rencontrés. Je ne sais pas ce qui les a amenés ici. Je n'ai rencontré personne parmi eux. Vous n'êtes pas le seul, aucun parti ne les a rencontrés. C'est dommage. Je vous dis, non. Moi, je me différencie des autres partis parce que j'ai beaucoup plus de relations avec les gens de Zouarate que les autres partis. En général, ceux qui viennent de Zouarate, quel que soit leur problème, je les rencontre, ils viennent me voir, on discute, je leur dis mon point de vue et si je peux faire quelque chose, je le fais. Ces gens-là, je ne les ai pas rencontrés, ils ne sont pas venus me voir. D'après l'un des responsables de la société chargée de MSP, chargée de gardiennage, la société est en règle. D'après ce responsable, la société est en règle vis-à-vis de ces gens-là. Il n'y a pas d'arriéré. Peut-être que s'ils veulent des hausses de salaire, la société n'est pas disponible. Elle ne peut pas faire des hausses de salaire à un certain niveau comme eux ils le demandent. Le fait qu'ils soient venus, je ne sais pas ce qui les a motivés. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus. Est-ce que vous avez compris? Je pense que pour l'honnêteté, un sujet, si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas la peine d'en parler parce que vous ne connaissez pas de quoi il s'agit, tout simplement. C'est ça. En réalité, je ne sais pas ce qui se passe. Très bien. Très bien, merci Monsieur le Président. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Ok, merci.